Bien, je me présente, Denis Lafontaine, je suis photographe itinérant. Moi j'ai écrit mon intervention pour des raisons de rigueur, pour ce qui me concerne, parce que je ne suis pas très habitué comme ça à improviser. Donc moi je me suis bien retrouvé dans le texte qui propose l'argument de ces journées d'études nationales. J'y ai trouvé les mots qui donnent du sens à une pratique dans laquelle je suis impliqué. Il me semble que oui, la photographie peut être un outil de création culturelle collective et qu'elle peut avoir, je cite le texte, l'ambition de découvrir la part d'inattendu en sommeil au fond de soi pour la faire vivre dans un faire ensemble créatif et enrichissant. Dans le texte, j'ai bien reconnu aussi les gens avec qui je travaille. Dans leur immense majorité, les publics accueillis sont trop souvent éloignés des préoccupations culturelles, des parcours chaotiques, des échecs de vie personnelle, ont conduit progressivement à faire en sorte que la dévalorisation prenne le pas au fil du temps sur le sentiment de confiance en soi. Je vous propose de vous promener avec moi pour une visite guidée des expositions photographiques que nous avons réalisées en lien avec des services de prévention. Je suis moi-même ancien éducateur de rue. J'ai utilisé la photographie d'abord pour témoigner des actions menées avec les jeunes, des réalisations de chantier, l'ascension du Mont Blanc, les fêtes de quartier. Et j'ai constaté combien ces photos pouvaient être, bien au-delà du témoignage, un véritable outil éducatif dans le sens d'une réhabilitation, d'une révélation des richesses enfouies de ces jeunes. Je voulais aussi mettre en image la pratique difficile des éducateurs de rue. Ainsi est née la première exposition itinérante en 2008. C'était important que les photos puissent être exposées dans l'espace public. On a alors trouvé l'idée d'utiliser des toiles imperméables comme support d'impression des photos. Cette première exposition a tenté de rendre compte des ambiances et regards en prévention spécialisée. J'ai travaillé en lien avec des jeunes, des éducateurs de rue, et d'un sociologue, Patrick Pelège, qui a écrit les textes qui accompagnent les images. Elle témoigne de la complexité de l'intervention éducative et sociale de l'éducateur de rue. En tant qu'éducateur et photographe, j'ai proposé un point de vue qui tente de restituer des ambiances plutôt que la réalité de cette pratique éducative parfois insaisissable pour les éducateurs eux-mêmes. Quelques années après, j'ai franchi un autre pas. En lien avec les éducateurs de rue d'un quartier de Vaux-en-Velin, l'appareil photographique est confié aux jeunes avec une invitation à photographier eux-mêmes leur environnement. La photographie devient là un outil d'intervention éducative, de création, de liens privilégiés, une occasion pour les jeunes de rendre compte de leur regard sur le quartier où ils vivent, de le valoriser et par là même un biais pour devenir acteurs de leur vie et de leur lien avec cet environnement. Pour ce travail aussi, a donné lieu à une exposition dont le titre s'appelle « Mes premières photographies ». La troisième exposition, « Les jeunes, des richesses invisibles », a été réalisée avec une équipe de prévention de Saint-Étienne-du-Rouvray dans la banlieue de Rouen. Un pari supplémentaire s'est ajouté à l'invitation faite aux jeunes par les éducateurs, témoignés par des photographies de leur citoyenneté et de la vie sociale de leur quartier. Pari difficile et pourtant réussi, ces jeunes de quartiers populaires qualifiés par les institutions de décrocheurs ou en voie de marginalisation, assignés à cette identité stigmatisante, ont été capables de s'approprier des techniques photographiques et de dévoiler leur regard sur le monde qui les entoure. Des espaces batides qu'un regard extérieur perçoit comme inanimés, mais qui prennent une vie par une expérience commune. En témoigne de ce qu'est la vie sociale dans leur quartier, ces jeunes ont développé une citoyenneté en acte au moment même où les éducateurs et l'ensemble du personnel étaient en lutte, frappés par une réduction de moitié du budget alloué à l'ensemble des services de prévention de la Seine-Maritime. La photographie s'est révélée un bon outil de reconnaissance sociale. D'abord pour se photographier soi, puis progressivement les autres, ceux avec qui on vit, ceux qu'on aime
et ce qu'on aspire à devenir. Ce paragraphe est extrait du texte de présentation d'exposition écrit par Élise Lemercier, sociologue à l'Université de Rouen. J'ai oublié de vous dire que lorsqu'on se lance dans ces aventures, éducateurs et jeunes reçoivent une initiation à la technique photographique. Oui, l'art et la culture ne s'improvisent pas, il faut d'abord un minimum de savoir-faire pour pouvoir créer des images photographiques porteuses de sens. Tout comme je m'entoure de théoriciens en sciences humaines qui savent souligner ce sens par des concepts adéquats. Dernièrement, 2 autres expositions présentées à ces journées ont vu le jour. Invitation au regard photographique et parole. Réalisée dans la ville de Grigny, dans le Rhône, les éducateurs ont profité de la requalification des espaces extérieurs du quartier pour organiser une action éducative favorisant le lien social avec la photographie comme support. L'un des objectifs était de constituer une mémoire vivante du quartier en photographiant les lieux et les gens qui comptent pour eux. Ce travail a favorisé la rencontre et les liens intergénérationnels. Une plaquette a été réalisée reproduisant des photos et textes et l'exposition pourrait être utilisée comme support de mémoire et de communication pour les habitants. C'est à Lambersart, dans la banlieue de Lille, que la dernière exposition a vu le jour sous le titre « Paroles de femmes ». Une équipe de prévention accompagne des femmes pour les aider à valoriser l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes à travers différentes actions. C'est au sein de ces médiations que les images photographiques ont été réalisées. Elles témoignent de leur possibilité de création culturelle. Elles ont réalisé un spectacle de théâtre, de leur capacité à mettre en acte leur parentalité dans l'organisation d'une sortie ou de la fête de Noël pour leurs enfants, de leur capacité à rénover des locaux pour en faire un joli lieu de rencontre. Elles ont aussi eu le courage de se confronter à un atelier de portrait où elles ont défié leur capacité à mettre en valeur leurs images. Dominique Fabre, psychologue, a écrit pour nous ce chemin vers l'affirmation de soi et l'engagement dans la complexité de la parentalité. Oui, on fait de la photo numérique, mais ce qui se passe nous fait penser métaphoriquement à la photo argentique. On dirait que les personnes qui participent à ces réalisations bénéficient d'un bain dans le révélateur, ce liquide qui faisait apparaître l'image sur la pellicule. Ces images photographiques révèlent bien l'inattendu de chacun et la découverte du faire ensemble, de la culture au cœur du projet partagé. On dirait que la photographie prend les dimensions de l'objet transitionnel entre ce qu'on était avant et ce qu'on deviendra après cette expérience restauratrice. On dirait que la création de l'exposition devient un espace transitionnel entre l'individu et le collectif, entre la solitude et le lien social, entre la dévalorisation et l'appartenance au monde de la culture. Encore faut-il que l'éducateur photographe soit lui-même sensible, comme une ancienne pellicule photo, qui se laisse imprégner par l'émotion des rencontres que l'appareil rend possible. Pour terminer sur l'usage de la photographie et son rapport à la culture, voilà ces mots d'un jeune de Rouen que quand je photographie, je me mets en mode pensif. Je pense qu'il résume ce que j'essaie de développer, favoriser le pouvoir de penser et d'agir de manière critique dans leur espace de vie. Mais ce travail doit s'inscrire et s'intégrer dans un environnement qui le soutienne, où tous les partenaires s'impliquent, l'État, la commune, les associations, les habitants et le service, bien sûr, porteur du projet. Je termine avec une phrase de Patrick Pelège. Au-delà des ténèbres, toujours parier que l'art et la production collective et créative permettent d'exprimer et de faire connaître des talents et des possibles, bien qu'enfouis. Donc, Françoise Bouet, chef de service à l'ITEP de Gèvres, Pôle Ouest, qui accueille des enfants troublés du comportement de 6 à 14 ans. La majorité de ces enfants-là, comme beaucoup d'entre vous les connaissent, ils ont une structure identitaire très fragile qui se traduit par de l'anxiété, par des pathologies du lien surtout, hein.
la plupart arrivent après de l'échec scolaire, les troubles relationnels. Voilà. Et on a travaillé pendant plusieurs années sur l'intégration scolaire. Eric pourra même en parler tout à l'heure, hein, mon collègue. Toutes ces trajectoires réussies nous ont amenés aussi à trouver d'autres chemins. Et on a trouvé celui justement des expressions artistiques. On a choisi celle-ci. On s'est trouvé, alors peut-être il faut expliquer aussi l'origine de ce projet. C'est à des journées comme celle-ci où on a vu des jeunes se produire avec pas autant d'inquiétude que j'en ai là aujourd'hui, se donner à voir avec une telle aisance et un bien-être avec eux qu'on s'est dit mais pourquoi on ne valoriserait pas cela et pourquoi on ne mutualiserait pas non plus ce genre de choses. Voilà comment le projet est né. Alors c'est vrai que c'est le Festival des Arts, c'est grandiose, ça paraît, mais bon, c'est très humble, il ne faut pas croire. Pourquoi on a eu envie d'organiser ce festival? Le premier objectif était surtout de favoriser la parole et l'expression de l'enfant dans un contexte autre que celui de l'institution de l'ICAP. Favoriser aussi l'expression collective. Que notre établissement s'ouvre sur l'extérieur, au-delà de l'intégration scolaire. C'est vrai que bon, les temps partagés, ça reste des enfants individuels qui vont dans des classes, tandis que là, c'est l'établissement entier qui s'ouvre vers l'extérieur. Aider les enfants à ne plus se sentir insécurisés en dehors de l'institution, fédérer collectivement les équipes, c'est vrai que c'est un travail d'équipe, hein, donc, qui unit le secteur pédagogique, thérapeutique, éducatif, on est tous là sur un même projet. Et d'ailleurs, ce projet est devenu en quelque sorte avec le temps le fil rouge de l'établissement. Il est même inscrit dans le projet d'établissement. Et d'ailleurs, lorsqu'on a eu l'évaluation externe, que je ne compte pas, oui, c'est ça. Hein, en 2013, ils ont pointé justement ce côté positif, hein, ce travail en commun autour d'un même projet. Et ils nous ont dit même de continuer dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est pas venu de tout seul, l'élaboration de la mise en place du projet. Et c'est vrai qu'on était très peu, on était pris un peu dans l'enthousiasme de quelques personnes. Hein. Et c'est vrai qu'on a mis peut-être la barre un peu haute. Et c'est vrai qu'on a peut-être insécurisé une partie de l'équipe qui ne nous ont pas vraiment suivis au départ dans ce projet-là. Mais par la suite, voilà, il y a eu une amélioration, ils se sont rendus compte que ça tenait la route. Et je crois que maintenant, c'est quelque chose qui est bien en route. Je pense qu'on est déjà, je crois, chacun sensible à l'art, à l'expression, à cette expression de ces émotions, comme vous disiez tout à l'heure. Et bon, comme tout éducateur ici, comme thérapeute, enseignant, on utilise des médiations artistiques pour être avec l'enfant, pour faire avec l'enfant. Et je crois que c'était, ce qui nous a semblé important, c'était de valoriser ça. C'était de prendre une autre façon de voir, de faire changer le regard aussi de ces enfants-là, qui sont pas simples, hein, qui sont des fois usants, mais là, ils nous amenaient vers des choses quand même assez fortes au niveau émotionnel et aussi très belles. Hein. Je crois que c'est ça qui nous a vraiment motivés. La première année, on est parti des arts en règle générale. On l'a intitulé Festival des Arts. Voilà. Parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a des éducateurs, des enseignants et des thérapeutes qui utilisent des médiations artistiques. Donc, on voulait les valoriser.
on s'est dit pendant 2 jours, on va faire des ateliers où les enfants vont tourner et où on va faire intervenir les enfants des écoles extérieures, ce qui permettra un échange et ce qui permettra également à nos enfants de se montrer autres. Ils vont à l'école, c'est toujours chargé encore d'émotions, d'échecs, choses comme ça. Là, ils ont l'habitude d'utiliser ces médiations. Donc, ils sont en force aussi. Et c'était le leitmotiv de notre projet. La deuxième année, on a serré davantage et là, on s'est arrêté sur la communication. Et on a fait le même principe, on est parti du même principe. On lance ce sujet. Les éducateurs, enfin les professionnels retiennent ce qui leur semble capable à eux de mettre en place. Et après, on fait intervenir aussi d'autres personnes extérieures pour encore ouvrir davantage. Voilà. Alors après, comment on s'y est pris? C'est par une commission. On a mis en place une commission. Alors, comme disait Eric tout à l'heure, la première année, il n'y avait pas énormément. Il y avait tellement de peur aussi de la part des professionnels que dans la commission, on était très peu. La deuxième année, je crois que les personnes ont vu les résultats de ce premier festival. Et je crois que la deuxième année, on a eu beaucoup plus de personnes et on a même eu des personnes du pôle thérapeutique, des services généraux. Voilà, on a réussi à fédérer l'ensemble de l'établissement. Alors après, il y a aussi les difficultés, c'est trouver les fonds. Donc il a fallu aller... la deuxième année aussi, ce qu'il faut qu'on dise à Eric, c'est qu'on a été voir la mairie et on a proposé notre projet à la mairie. Et la mairie a fait intervenir une personne chaque mois lors de la commission. Elle était présente à notre commission. Donc ça a mis du lien également parce qu'on voulait, l'objectif aussi c'était d'ouvrir notre établissement. Donc on a, par cet intermédiaire-là, il y avait toujours un lien mensuel avec la mairie de Tréguières. On a été voir l'intercommunalité pour présenter notre projet. Voilà. Et on a essayé de trouver des fonds pour pouvoir le réaliser. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des écoles, des collèges qui ont participé, des enfants handicapés, on a demandé, on a fait passer une enquête, donc pour avoir un retour un petit peu de ce qu'avaient pu ressentir les enfants par rapport à ces journées. Et c'est vrai qu'après ce retour, on a étudié un petit peu la réponse, et donc c'est là qu'on a senti quand même l'enthousiasme de tous les enfants par rapport à ces journées. Et ça me rappelle l'histoire d'Océane, pour qui on faisait un petit reportage sur l'ITEF. Et à un moment, on lui demande, mais Océane, donc, comment tu as trouvé ce festival, ces journées? Et elle me dit, je n'ai pas du tout aimé. Surpris, parce que je veux dire, nous étions. Et on lui demande pourquoi. Et c'est là qu'elle nous dit, non, j'ai pu faire que 2 ateliers, alors que j'aurais dû faire tous les ateliers. Je veux dire, ils nous proposent des idées, on a une boîte à idées, et ils veulent même intervenir et animer des ateliers eux-mêmes. Donc on est dans une autre démarche beaucoup plus participative des jeunes, des enfants. Le premier objectif, il a réussi, c'est déjà qu'ils prennent du plaisir. Oui. L'estime de soi, reprendre confiance en eux, et ça c'est réussi. Quand on voit les sourires sur leur visage, la participation, l'envie, la joie de participer. Je donnerai un autre exemple, un enfant qui a fait connaître l'établissement à sa classe, puisque sa classe est venue, et il était vraiment très fier, en fait, il n'y avait aucune honte, il était très fier de montrer son établissement et très fier de montrer son savoir-faire aussi à ses camarades. Un autre point aussi qui montre la réussite, c'est la participation.
c'est un indicateur aussi, parce que là, on se retrouve avec, pour l'année à venir, on se retrouve pratiquement avec 4 collèges qui veulent participer et qui veulent, par rapport à ce festival. On se trouve avec 5-6 écoles. Donc, alors le risque là, maintenant, c'est qu'on risque d'être dépassé par le nombre. Alors nous, l'objectif, c'était pas forcément d'avoir un plus grand nombre, mais par contre, d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu pris là par la réussite. Je me présente, Patrick Villet, je suis un des grands inconnus de l'art lyrique français, puisque j'ai fait 35 ans de métier dans tous les opéras de France, de Navarre, et je n'ai fait que de l'opéra toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à celui-ci qui est un peu plus avancé, mais pas trop. Je souhaiterais témoigner, alors que je n'ai rien à faire parmi vous, dans le sens où je ne suis pas ni éducateur, ni professionnel des enfants, enfin voilà. J'ai été convié au sein de Moisson Nouvelle par une directrice que je nommerais originale, pour l'avoir mieux rencontrée pendant une année. C'est Madame Blanc, qui est à Pellevoisin, dans l'Indre. Et cette personne est venue me voir en disant « Je pense qu'il serait beau que l'on fasse participer aux enfants, qu'on mette les enfants dans une participation extraordinaire. Effectivement, comment l'opéra pouvait-il rentrer dans la porte d'une institution comme Pellevoisin au cœur de l'Indre? Ce n'était pas gagné d'avance, ni pour eux, ni pour moi. On m'avait demandé de préparer un spectacle, et j'avais à cœur de mener à bien ce spectacle. Alors je l'avais écrit, je l'avais conçu, je l'avais présenté à Madame Blanc pour qu'elle puisse le valider. Et puis quand je suis arrivé dans ce merveilleux endroit où il y avait plein d'enfants qui hurlaient, et j'en avais jamais vu ça de ma vie, et il y en a un qui a dit « Qu'est-ce que c'est que ce grand con ?» C'était deux mondes qui s'affrontaient, c'était deux choses très particulières pour eux et pour moi. Donc je les ai regardés et je me suis dit « Aïe, 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 c'est pas gagné d'avance que de leur faire chanter de l'opéra. » Mon idée était de faire un spectacle qui s'appelait « Le cabaret de la vie ». J'avais l'intention de les faire venir entrer en scène avec des chariots, des caddies qu'on a dans les grands supermarchés, d'y mettre une valise. Cette valise aurait été vide, et dans la valise vide, il y avait toutes leurs histoires. Je suis très ému de dire ça, parce que je n'ai pas pu faire ça, mais j'ai réussi à leur faire ouvrir à chacun d'entre eux leur fameuse valise avec leur histoire. Ça s'est appelé le cabaret de la vie, parce que j'ai été chercher chez chacun d'eux ce qu'ils avaient de meilleur ou de plus beau, de plus terrible, de plus angoissant, de plus merveilleux, pour leur faire exprimer ça. La musique était mon support, je n'ai jamais oublié pendant ce spectacle, puisqu'on a essayé de faire un fond musical, et ils ont fait un spectacle sans savoir qu'ils avaient joué sur du Verdi, du Puccini, du Mozart, du Poulenc ou du Ravel. C'était éblouissant de pouvoir les emmener sur une trame qui était une trame, à mon avis, qui élève l'âme. On ne fait pas de musique sans être impressionné par quelque chose qui naturellement vous touche. Et ces enfants qui n'avaient jamais vu ça, n'avaient jamais entendu ce genre musical, au départ, après l'avoir détesté, se sont mis à l'adorer, et ça, c'était une victoire. Je dois dire que les premiers balbutiements, c'était que je ne savais pas trop bien comment m'y prendre. Alors j'ai eu cette idée qui m'est venue de faire un grand tapis blanc que j'ai déposé par terre à la première séance. J'ai fait monter les enfants l'un d'après l'autre sur ce tapis blanc et je leur ai dit « Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, dire toutes les âneries que vous voulez, les grossièretés que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes sur ce tapis blanc. Une fois que vous aurez quitté ce tapis blanc, vous devez redevenir vous-même un peu plus polissé, donc que faire se peut, ce qui n'était pas gagné. » Ils sont rentrés l'un derrière l'autre sur ce tapis blanc et la première chose qui m'a étonné, c'est qu'un enfant est venu et puis il a mimé. Il a mimé avec beaucoup de manières un copain à lui. Les autres ont dit tout « Ah, il imite un tel, etc. » C'était pas évident, alors je lui ai dit « Eh bien, qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Eh bien, j'ai imité machin qui est un PD de l'école. » Je l'ai reçu en plein cœur et j'ai dit « Ah bon ?» Et j'ai dit « Mais c'est formidable, mais il est gentil ce garçon que tu imites.
C'était la question à laquelle il ne s'attendait évidemment pas. Il pensait que j'allais rire avec lui ou qu'avec les copains, j'allais pouvoir être avec eux dans cette idée. Et il a répondu « Ah ben oui, au fait, oui ». Et j'ai dit « Et vous autres qui vous êtes moqués de ce garçon qu'il a imité, vous n'appréciez pas la différence et vous n'êtes pas différents les uns des autres ». Et ils ont été un peu choqués par ce discours, peut-être d'un adulte qui voulait marcher dans leur sens, mais voulait aussi leur montrer autre chose. De ce jour-là, ils sont passés les uns les autres. Certains, je leur ai demandé de me dire des mensonges sur leur vie. D'autres, je leur ai demandé de dire la vérité. Ils étaient un peu perdus, mais ils ont tous, parce que l'un était rentré en scène, l'autre a voulu le faire, et ils se sont tous aidés et stimulés pour faire quelque chose. Jusqu'à l'un d'entre eux qui a dit « J'ai rien à dire, la vie c'est de la merde, je suis de la merde, tout est con, tout est bon. » Alors je lui ai dit, je ne savais pas ce que j'allais faire de lui. Et je lui ai dit « Formidable, recommence, mais crie-le plus fort. » Et il l'a crié tellement fort que je lui ai dit « Ça y est, bravo, tu es mon futur chanteur d'opéra. Tu as beaucoup de voix. » Là aussi, c'était encore une façon de pouvoir prendre l'enfant en lui disant « Tu as toujours une valeur en toi. » Et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire comprendre à tous, les enfants, c'est que vous avez une valeur en vous et que moi, je crois en votre valeur. Évidemment, je n'étais pas dans l'ITEP, je n'étais pas celui qui pouvait les gourmander, etc. Je n'étais pas venu pour ça, j'étais un élément extérieur. Je n'étais pas tout seul, j'avais un camarade, Christian Dassy, qui n'est pas là et qui m'a fortement beaucoup aidé, qui lui était artiste de comédie musicale et qui m'a aidé pour toute la partie visuelle du spectacle que nous avons monté. Et mon spectacle s'est transformé dans le sens où j'ai essayé de chercher dans chacun du cœur de ces enfants une spécialité. Et je leur ai tous trouvé une raison d'être chef de quelque chose. Il y avait celui qui avait un peu plus de rythme, il était chef du rythme, celui qui avait plus de voix était chef de voix, celui ou celle qui avait prétendu être une artiste de music-hall, car elle m'a dit qu'elle était une artiste de music-hall, elle n'a pas pu descendre l'escalier que j'avais fait faire à 4 marches pendant 3 mois. Donc voilà, c'était quand même difficile. Mais au-delà de ça, ils ont essayé. Et puis, je me suis dit, pour être crédible par rapport à eux, il faut que moi-même je me mette à nu. Et j'ai chanté pour eux, c'était un des jours les plus difficiles sans accompagnement. Il fallait que je passe et que je franchisse le cap de ce que je souhaitais d'eux, une forme, même si c'est pas ça, c'est un peu prétentieux, mais une forme d'admiration. Comment, dans leur tête, ce mec pouvait faire de telles choses. Et je leur ai dit que c'était avec beaucoup de travail qu'on y arrivait, qu'un spectacle, ça méritait énormément de rigueur et de travail, et qu'il fallait qu'ils s'engagent avec moi, yeux dans les yeux, cœur dans le cœur, à accepter de faire ce travail. La plus grosse difficulté a été peut-être de convaincre les adultes qui étaient autour. À part une psychologue que je nomme Madame Caillot, qui a été extraordinaire, Madame Blanc, directrice qui y croyait, je crois bien que nous étions un peu les 3 seuls à y croire. Et il a fallu convaincre petit à petit chefs de service qui se sont laissés faire au fur et à mesure du temps qui a passé, et aussi tout le personnel qui était autour. Et si j'ai un message à vous envoyer n'étant pas dans vos maisons et n'étant que de passage, motivez-vous. Mon professeur d'art lyrique me disait « Ouvre toujours ta porte, le talent peut passer ». Et je crois qu'il faut absolument que chacun d'entre vous, et qui vous occupez des enfants, ayez à cœur de rester sensible à ce qui pourrait arriver si on pouvait trouver une solution nouvelle. Je sais que c'est très difficile, j'ai failli plusieurs fois vraiment lâcher prise. C'était trop dur par moments, les crises étaient trop profondes, gérer les pompiers, gérer ceci, gérer cela, c'était bien compliqué. Mais grâce à l'enthousiasme de la directrice et de la psychologue, grâce à l'enthousiasme de Christian Dassy, j'ai réussi à mener à bien ce spectacle que votre président, le directeur, je n'ai pas venu voir, et pour lequel il a été très ému. À titre d'exemple, une jeune femme très forte et qui ne savait malheureusement pas faire grand-chose et qui était bagarreur. Elle m'a dit « Moi, j'aime bien taper comme les garçons et je taperai comme les garçons et je ne connais que ce mode d'expression. » Je lui ai dit « Alors, tu vas être la plus belle femme papillon du monde. » Et j'ai décidé de lui faire un petit passage. Je lui ai fait chanter l'air de la Tosca en mime et je l'ai habillée en Loie Fuller. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Loie Fuller parce que vous êtes très jeune dans cette salle, mais c'était donc une femme qui arrivait tout habillée comme ça, avec des grands bâtons, et elle avait des manches qui n'en finissaient pas et elle pouvait faire des grands gestes comme ça. C'était très impressionnant sous les lumières.
Et cet enfant-là, qui n'était pas d'un physique agréable, nous lui avons fait un très joli costume, nous l'avons monté sur des chaussures, elle a appris à marcher sur ses chaussures, elle a boudé à peu près jusqu'à la générale, en me disant que ce serait dégueulasse ce qu'elle allait faire, qu'elle n'y croyait pas, et je lui dis, nous allons déjà prendre les saluts, c'est merveilleux, c'est fait partie du spectacle. Elle l'a fait, et puis elle est entrée en scène, et nous avons réussi, j'étais dans les pays, je lui dis, bats des ailes à droite, à gauche, tourne-toi, etc. Les gens ne l'entendaient pas sur la musique. Et elle a été un des plus jolis papillons qu'on ait pu voir, parce qu'elle s'est mise à y croire. Elle est sortie de scène, elle est tombée en crise de sanglots très profonds dans les bras de sa psychologue, et elle avait franchi le cap. Je crois que de cette expérience, j'espère ne pas vous saouler, j'ai trouvé profondément, du fond du cœur, des enfants qui ont changé parce qu'ils ont cru en eux. C'était pas gagné, mais ça l'a été le jour de la présentation, car ils se sont motivés. J'avais beaucoup de gens pour les maquiller, j'ai fait venir des maquilleurs professionnels, et je les ai respectés comme on respecte un artiste qui monte sur une grande scène. Ils ont été comblés de voir qu'ils avaient un vrai théâtre, une grande scène, des gens qui s'occupaient de maquilleurs, habilleurs. On a tout fait ce qu'on a pu pour que ça ressemble à un vrai spectacle. Et dans la salle, il y avait leurs parents qui n'y croyaient pas, leurs parents qui n'avaient peut-être jamais vu leurs enfants dans ces états-là. Et les parents sont venus nous voir à la fin, et dans certaines réflexions, une mère a dit à cette jeune fille, « Je ne croyais pas que tu étais jolie. » Ça fait mal. Une autre qui a dit, « Toi, quand tu es bien habillée et que tu es à peu près coiffée, tu as vu à quoi tu ressembles. J'aimerais que tu sois comme ça à la maison. » Et puis les copains qui sont venus entendre du lyrique. Et j'ai eu à la fin, respect, monsieur, respect. Ça doit être un grand mot dans leur bouche, respect, monsieur, respect. Et ils nous ont écrit un poème pour nous remercier du travail qui avait été accompli, qui est bouleversant. Et je dis donc qu'à partir de ce moment-là, jamais rien n'est perdu pour un enfant, jamais rien n'est perdu pour les gens qui veulent entourer, quand on parle un peu avec son cœur. Les beaux discours, les grandes phrases, les mots empoulés pour expliquer des choses que l'on voudrait techniques, je n'y crois pas. Je crois au pied du mur. Je crois toujours à cette entrée en scène qui fait que quand vous êtes motivé et que vous êtes plein de votre personnage, alors vous allez conquérir le cœur de vos spectateurs. Je crois en la beauté directe de l'art qui parle directement du cœur au cœur. Vous savez, la musicologie est à la musique ce que la gynécologie est à l'amour. On s'en fout de ce que pensent les gens. Mais n'est-il pas plus beau de ressentir profondément ce que chacun et chacune d'entre nous a dans le cœur? Et je terminerai, si je ne vous ai pas saoulé, et je vous prie de m'en excuser, par une phrase que j'ai adorée. L'intime, c'est l'universel. Je l'enseigne tous les jours à mes élèves de conservatoire. L'intime, c'est l'universel. À partir du moment où vous donnez votre cœur, à partir du moment où vous laissez monter les sentiments vrais et les émotions, alors vous avez gagné la bataille. Pourquoi un artiste aurait-il, quand il écrit, quand il dépeint sa chambre comme Van Gogh, touché le monde entier avec cette chambre et ce lit, dont vous voyez peut-être le tableau qui est complètement biscornu et qui était son lit, sa propre chambre? Pourquoi ça bouleverse un Japonais? Pourquoi ça bouleverse? Pourquoi un artiste qui chante Traviata, qu'il soit à Paris, qu'il soit à New York, qu'il soit au Japon, peut bouleverser le monde? Il suffit d'être vrai, il suffit d'être soi. Et pour ça, il faut s'être compris soi-même pour aller au-devant des autres. Et je pense qu'il serait merveilleux que tout le monde aille à l'école de soi pour aider l'autre. On doit cheminer, d'abord c'est le mot, on chemine. Et on ne sait pas vers quels objectifs. Parce que c'est de l'humain, donc on ne va pas quantifier à l'avance ce qu'on veut, c'est pas possible. Mais on chemine. Et la qualité du chemin, c'est tout aussi important que le résultat qu'on trouvera au bout. On accompagne, c'est-à-dire on est compagnon, on est avec. Et puis des fois on est devant, puis des fois on est derrière, puis on fait la voiture baleine, c'est sûr. Et on travaille sur la beauté. Ça c'est un mot que j'ai entendu aussi. Parce que la beauté, effectivement, ça peut regrouper énormément de réalités qui nous sont personnelles, intimes, mais qu'on partage aussi avec d'autres. Donc c'est la beauté. Et puis, cet espace sacré qu'est la scène. Moi, ça, j'y crois énormément, je travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, regardez où on est aujourd'hui,
c'est pas anodin, c'est pas un lieu anodin, c'est pas la rue. Les photos que Denis expose, elles peuvent être exposées en plein air, mais on va consacrer un espace pour que ces photos existent. L'espace consacré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dédier un espace et tous les rites qu'on peut construire autour d'un espace pour préparer, aménager et dire à l'autre, cet espace vous est consacré. C'est pas n'importe quoi, c'est vous est consacré, et cet espace va être consacré à une expression que l'on va solliciter, sur laquelle on ne portera pas de jugement, et qui fera qu'on va exister différemment, pendant que cette expression va vivre, et après on n'est pas le même. Donc cette notion d'espace sacré, elle est très importante pour moi. La scène, c'est un espace sacré, effectivement. On n'a pas le droit d'être dans ses soucis du quotidien et dans ça, sur cet espace-là. Il faut qu'on soit en extension de nous-mêmes, et il faut qu'on s'autorise à laisser apparaître des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. De pouvoir dire, il n'y a pas de jugement quand l'émotion apparaît. Non seulement il n'y a pas de jugement, mais on va même pouvoir, si c'est sur un travail, canaliser ensemble cette émotion et faire qu'elle devienne, c'est un grand mot, universelle, en tous les cas, qu'elle puisse être bénéfique aussi aux autres. Quand on est en répétition pendant les œuvres lyriques, on s'observe, les chanteurs, l'orchestre, le chœur, on construit, et en fait on a une notion très tardive, des fois au bout de 3 semaines, 1 mois de travail, de ce qui va pouvoir se passer. Parce que c'est quand on a fait la couture des différentes parties, le chœur, l'orchestre, la technique, les lumières, les costumes, etc., que l'œuvre commence à apparaître. C'est-à-dire en fait ce qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse commence à apparaître. Et la pré-générale, c'est un moment fort. La générale, c'est un moment encore plus fort. La première, c'est pas mal. Mais c'est après que le spectacle commence à apparaître. Et que nous, on est au service de cette construction, qui est une construction artistique et humaine. Moi, je vais très très brièvement vous faire part aussi de 2-3 petites expériences qui me sont arrivées. Moi, j'interviens, j'ai la chance d'intervenir au Brésil, c'est la partie qu'on va rêver, on va dégager, au Brésil depuis pas mal d'années et en Amazonie, dans une ville qui s'appelle Belém. Et à Belém, il y a 1,5 million d'habitants, donc c'est pas une petite ville, mais Belém, c'est à 4 000, 5 000 km des mégapoles que sont São Paulo et Rio, donc c'est assez loin. Et Belém, comme Manaus, qui sont les deux grosses villes construites sur le fleuve, ont vendu du caoutchouc pour toute la planète au 19e siècle. Donc c'est des villes qui se sont fabuleusement enrichies à ce moment-là. Et c'était beaucoup plus proche par la mer de se rendre de Belém au Portugal que de se rendre du Portugal à Rio de Janeiro. Donc il y avait des communications assez faciles en fait entre l'Amazonie et l'Europe. Et ces deux villes très riches ont souhaité construire 2 théâtres. Alors le célèbre théâtre de Manaus, le théâtre Amazonas, qui est vraiment cet opéra sublime, marbre de Carrare, des bois extraordinaires, sur le bord du fleuve. Donc il fait un cagnard pas possible quand vous êtes là-dedans, et c'est pas facile d'y travailler. Et il y a la même chose à Belém. Le Teatro da Paz, qui est un sublime théâtre de 800-900 places, opéra à l'italienne, et on faisait à l'époque venir des troupes d'opéra qui faisaient ce qu'on appelle les saisons. Donc on jouait le répertoire italien, Donizetti, Bellini, Verdi, etc. Et moi je suis responsable d'un opéra studio, c'est-à-dire un travail d'opéra à destination des jeunes, pour les habitants de Belém, pour les étudiants à Belém, parce que Belém, c'est la capitale d'un État, le Pará, qui est gros comme 5-6 fois la France, il y a un peu, mais en dehors de Belém, c'est beaucoup la forêt et l'eau. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais il y a quand même une formation énorme qui est donnée aux étudiants pour la musique, pour la voix notamment, parce que quand vous voulez être professeur de maths ou instit au Brésil, il faut aussi savoir le chant choral pour pouvoir faire chanter des enfants. Et donc moi je fais pas mal de formations aussi dans ce cadre-là, cet opéra studio, des ouvrages à la saison Manaus et à Belém, mais aussi donc je suis en charge de former des futurs chefs de chœur. Et ils sont immodérément fiers de ce patrimoine, parce que ça aussi c'est chez eux. C'est chez eux, c'est leur histoire, c'est leur théâtre, et ils demandent qu'à faire vivre ce lieu, et à vivre aussi eux à l'intérieur de ce lieu. Donc moi mon boulot c'est d'agir comme un révélateur. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, je viens cheminer avec vous et former des chefs de chœur, mais dans un laps de temps limité, parce que le but c'est que vous repreniez le relais, vous, très rapidement sur place.
Et c'est vrai que dans les étudiants que j'ai pu avoir et avec lesquels on a fait des magnifiques concerts au Théâtre de la Paz, j'avais par exemple une année aussi le chef des pompiers, les bomberos, de Belém, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait une formation qui était ouverte, et le chef des pompiers me dit « Je ne sais pas quelle musique vous voulez faire, mais moi je pourrais toujours venir écouter et apprendre des choses et mettre la main à la pâte. » Et en fait, on a eu plein comme ça de profils très très différents, mais de gens qui sont unis par le désir de faire ensemble, que ce qui nous lie en l'occurrence pour se faire ensemble, c'est la musique et c'est l'art, donc c'est quelque chose qui est assez épanouissant, valorisant, et dans un milieu qui est extrêmement porteur et valorisant, parce qu'il ne s'agit surtout pas de le faire n'importe comment, n'importe où. Ça, c'est vraiment important. Et puis la deuxième toute petite chose que je voulais vous raconter, c'est que je m'occupe d'un festival d'art lyrique en Bourgogne, dans une abbatiale, à Saint-Seine-d'Abbaye, c'est à 25 km au nord de Dijon, et le cloître de l'abbatiale, qui est attenant donc évidemment au lieu, a été aménagé en maison d'enfants. Et il se trouve que dans cette maison d'enfants, c'est des tranches d'âge de 3 à 13, il y a des enfants qui vont rester toute l'année ici et qui même tout l'été vont rester là. Le directeur de la maison nous a ouvert le lieu en disant « mais moi je peux loger des artistes le temps du festival » et nous de dire « comme on répète toute la journée à l'abbatiale, les enfants sont chez eux, ils viennent, il n'y a pas de problème ». Simplement par ce lien, on a eu des enfants qui, pendant les 3 soirs, les 3 concerts du festival, ont souhaité être avec nous. C'est-à-dire ils viennent avec leurs éducateurs, nous on leur met des places qui sont les plus belles places devant, on va dire, pour que la proximité fasse qu'ils ne soient pas noyés dans un flot de spectateurs, c'est pas tout à fait anonyme. Moi je prends juste la parole chaque soir pour dire un petit mot de bienvenue aux spectateurs, mais aussi donner le prénom des enfants qui ont été avec nous toute la journée et qui sont avec nous pour le concert. Donc en soi c'est pas grand chose, mais ça veut juste dire que cet espace serait ouvert avec peut-être un petit peu plus d'attention que l'on ferait sur un spectateur lambda qui paye sa place. Voilà. Les enfants payent pas leur place, évidemment, ils sont invités. Et on a vu des trucs merveilleux. On a vu, par exemple, un soir, un éducateur nous demandait, voilà, j'ai un petit de 6 ans qui nous dit, mais pourquoi elle a chanté plus que lui? Alors l'explication de l'éducateur, c'était de dire, c'est un peu comme dans une équipe de foot, tu vois, par exemple, Ronaldo, il est attaquant, il va jouer plus que celui qui est dans les buts, mais on a besoin de tout le monde. Très bien. Il est allé voir la chanteuse, il lui a dit, c'est toi, madame Ronaldo. Et alors on ne sait pas après ce qui va se véhiculer à Saint-Seine-d'Abbaye à la rentrée scolaire. Et des petites filles qui après sont venues de 2 autres concerts magnifiquement habillées pour faire comme les chanteuses. Et le grand bonheur des petits, c'était d'être avec leurs éducateurs et s'endormir dans les bras de l'éducateur, mais juste être avec nous sur ces moments-là. Alors, nous on se dit c'est génial, si ça se transmet hors les mots, effectivement, hors des champs sémantiques précis, hors toutes nos notions de théorie musicale, et juste voilà, il y a quelque chose à vivre sur ce moment-là, et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la porte, effectivement, accueillir, et pour l'année qui vient, on va réfléchir, bien sûr, à quelque chose de concret avec les enfants, mais ce qui est super, c'est que c'est eux qui en font la demande, donc ça, c'est vraiment super. Voilà, je ne vais pas aller au-delà de ça, vous dire aussi que le concert de ce soir avec le Chœur National des Jeunes, ils viennent, eux, de toute la France, spécialement ce soir, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur billet de train, etc., de Toulouse, de Brest, de Nice, pour ce concert ce soir. Ils ne sont pas à Paris pour autre chose, et je vous en parlerai ce soir quand on se retrouvera avant le concert, je vous présenterai ce chœur, mais là aussi c'est une démarche magnifique de la part de cet ensemble, et je serais très touché que vous puissiez les accueillir. Voilà. Je suis Carole Sellier, je suis professeure de lettres et metteur en scène, et je suis là pour vous dire comment est né, pour vous expliquer l'objectif et la naissance de mon atelier d'art dramatique. Alors, il y a déjà quelques bonnes années, j'ai fui casque bleu d'éducation nationale, et comme tout casque bleu, je me suis retrouvée dans les zones difficiles de l'enseignement, j'étais professeure de lettres. Et je me suis rapidement demandé, face à une classe très difficile, comment faire pour enseigner le français et la littérature à des jeunes à la fois en échec scolaire et n'ayant pour reconnaissance sociale au sein de la classe et surtout de l'établissement que la provocation. Comment faire aussi pour y intégrer ceux qui sont en réussite scolaire mais qui ne sont pas populaires dans la classe, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les bouffons, les Rémi, les victimes. Et puis aussi, comment faire pour ne pas oublier ceux qui ont un retard psychomoteur et parfois même de gros problèmes cognitifs. Alors j'ai cherché, j'ai interrogé mes collègues qui me disent « débrouille-toi, tu n'as qu'à faire de la pédagogie différenciée ». D'accord.
J'ai longuement cherché à quoi ça pouvait consister, puis je me suis dit, bon, j'ai une formation de conservatoire, enfin supérieur d'art dramatique, je vais m'en servir et je vais essayer de mettre en scène ces élèves qui se mettent eux-mêmes en scène, mais de les mettre moi sur scène. Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre, je ne suis pas forcément tombée sur des chefs d'établissement convaincus. Je me suis moi aussi sentie bien seule. Et je me suis retrouvée dans une cantine pour répéter, ayant convié les lascars les plus difficiles de la classe, qui, à mon grand étonnement, sont venus. Alors, pas forcément avec de bonnes intentions au départ, ni avec un vocabulaire que je connaissais et que je maîtrisais, parce que j'étais persuadée que j'allais leur enseigner la langue française et la littérature, et eux voulaient m'enseigner autre chose. Alors je me suis dit que moi j'appréciais deux gens, deux grands dramaturges du XXe siècle, que sont Jean Tardieu et Jean Anouilh, et que ces deux-là pouvaient bien m'aider à faire aimer le théâtre à mes élèves, puisqu'ils étaient eux aussi dans la moquerie, eux aussi dans la parodie. Et ça a marché. Donc nous avons découvert les textes ensemble. Je leur ai expliqué que ces dramaturges-là se moquaient de la littérature classique, des dénouements heureux et complètement superficiels des pièces classiques de Molière. Et puis, contre toute attente, ils m'ont dit, mais madame, on ne pourrait pas les lire, ces pièces de Molière, là, finalement, parce que vous nous parlez de ces deux-là du XXe, alors qu'en est-il des chutes de ces pièces classiques? Donc, c'était plutôt sympa, parce que la Garpin réussi à les amener vers ce pourquoi j'étais venue. Alors rapidement, on a décidé de mettre le spectacle en place. Et là, j'ai rencontré des parents que je n'avais jamais vus au rayon parents-professeurs. C'était inespéré. Ils venaient, alors, beaucoup par différences sociales et culturelles, avec des complexions religieuses différentes au sein de la classe, et beaucoup de papas d'ailleurs s'inquiétant de leur fille sur scène, dans quelle tenue, quelle intention. Et donc là, j'ai rassuré tout le monde en disant qu'ils arrivaient dans la tenue qu'ils souhaitaient, et que le but n'était pas superficiel, ni artificiel, mais dans le résultat. Et que la tenue m'importait peu. Le costume, c'était pas important, c'était la qualité du jeu. Et là, ils m'ont compris, ils m'ont suivi. Les mamans, alors ça fait un peu anecdotique, mais c'était assez émouvant parce que ces parents qu'on ne rencontrait jamais, qu'on ne sortait pas de la cité, sont venus à être dégoûtés, ont finalement décidé de confectionner des costumes. Bon, c'est aussi une façon de contrôler un peu les choses. Les papas au chômage se sont mis au décor, etc. Donc je ne fais pas du misérabilisme, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et puis alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'alors qu'au sein de l'équipe, il n'y avait jamais eu de réelle rivalité dans les comédiens, mais une rivalité au sein des parents qui voulaient être les plus impliqués dans le spectacle. En tout cas, le pari a été réussi. Les profs ne reconnaissaient pas leurs élèves, disant même, mais t'es sûr que c'est... Si, oui, c'est bien lui. Et ben, je ne reconnais pas sa diction, je ne reconnais pas son articulation, ni sa tenue sur scène. Alors, je tiens à préciser aussi que c'était, tout au long de cette préparation spectacle, ce sont les Rémi et les Bouffons qui ont tenu et motivé, alors je n'aime pas cette expression de caïd, mais bon, qui ont tenu les lascars et les ont encouragés jusqu'au bout, parce que bien des fois ils ont envie de fuir. Donc voilà la première expérience. Et puis je me suis rendu compte que l'éducation nationale ne proposait pas beaucoup de place au théâtre, que ça gênait certains collègues, qu'il était difficile que les élèves arrivent en retard au cours de maths, parce que bon, ils avaient répété, ils avaient eu besoin de se démaquiller, une jeune fille avait un peu trop de rouge à lèvres, et franchement ça ne se faisait pas. Je me suis dit, bon, on ne parle pas la même langue, ils n'ont rien compris. Parfois, ils ne venaient même pas voir les enfants sur scène, ça c'était très difficile, c'est-à-dire que on nous a réussi à faire sortir des parents qui ne sortaient pas de leur cité au spectacle. En revanche, les enseignants eux-mêmes n'étaient pas venus voir les élèves qui étaient insupportables dans les classes. L'aventure fut difficile, avec quelques enseignants qui étaient là, et puis voilà, des collègues qui n'étaient pas venus, qui interprétaient aussi ce travail comme un travail de démagogie. C'est-à-dire, bah oui, pour toi c'est si, forcément, t'aimes bien, parce que t'es populaire, tu as du théâtre avec eux, mais c'est pas de moi dont il s'agit, mais d'eux. Donc rapidement, alors j'explique, d'où je vous rassurais sur le fait qu'il ne s'agissait pas de mon autobiographie. Je me suis dit, bon voilà, moi je ne vais pas me satisfaire d'enseigner l'art dramatique au lycée ou au collège, donc volonté d'ouvrir un atelier pour y recevoir qui avait envie de venir et surtout pour pouvoir consacrer beaucoup plus de temps et élargir la population que j'allais recevoir.
Je suis très fouillie, hein, donc je m'applique. Donc j'ai créé cet atelier, alors pas très encouragée et pas très aidée avec les élus locaux, je l'avoue, puisque y avait des choses qui étaient déjà en place et mon Dieu, on n'avait pas déboursé encore pour un atelier supplémentaire qui serait fermé dans 6 mois. En revanche, j'ai eu l'aide de certains journalistes et du bouche à oreille, en particulier de parents qui disaient si on va y aller, qui n'avaient pas forcément les moyens. Donc là, ça a été un travail sympa aussi, de se dire il faut quand même des fonds pour ouvrir cet atelier. On a fait un peu en fonction du quotient familial. Et puis petit à petit, j'ai été contactée et sollicitée donc, par des parents, des particuliers qui avaient des besoins pour aider leurs enfants, et puis par des enseignants qui se sont dit finalement ça pourrait nous aider. Des psychologues, des éducateurs, enfin vous, c'est aussi pourquoi je suis là ce soir, aujourd'hui, c'est sombre on va dire ce soir, des enseignants en difficulté dans leur classe, donc moi, grâce à cet atelier, j'arrive dans des établissements avec des élèves en difficulté, dans des lycées professionnels, pour lesquels le théâtre, non mais ça va pas, c'est pas pour nous, non mais ça va pas. Et parce que les enseignants persuadés que ce sera vraiment bien, complètement en décalage avec la réalité, on vous dit, venez faire du théâtre parce que vous savez, ils sont en formation professionnelle, et puis dans la vente, ils en auront besoin, et puis dans les assurances, et puis... je me dis, mon Dieu, mais je suis complet décalage. Bon, on a essayé de trouver des choses, et finalement, la réussite est là, et ça marche, mais sincèrement, alors je me permets de critiquer les enseignants puisque j'en suis une, sinon je ne le ferais pas. Mais je trouve quand même qu'il y a un réel décalage. Pour eux, tout est facile, c'est-à-dire qu'on prend des élèves, ils n'ont pas envie du tout, il faut en faire des comédiens. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas obliger quelqu'un à être comédien. Et votre témoignage est intéressant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur peau du tout. Alors monter sur une scène, c'est hors de question, c'est pas possible. Alors, moi je me suis demandé quel serait le but de cet atelier. Alors le but il était forcément cathartique, alors pas au sens d'Aristote qui lui était là pour la catharsis du spectateur, la purification du spectateur. Pour moi c'était beaucoup plus modeste, on est plutôt dans le catharsis du comédien, mais vraiment en toute modestie. Cet atelier nous a permis de canaliser l'absence de limite des jeunes face à l'adulte. En particulier face d'abord à son père, aux parents. Parce que, en général, les enfants en difficulté avec les parents le sont avec les enseignants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect et plus d'écoute. Cet atelier permet de fixer les limites personnelles de chaque jeune. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'au sein de la classe, je suis l'amuseur, je fais subir aux profs beaucoup de choses et j'amuse la classe. En revanche, quand je suis sur scène, le prof n'est pas payé pour venir me voir, ni pour me supporter, mais il a payé pour venir me voir. C'est moi, je demande toujours une petite... Enfin, c'est au chapeau. Mais là, ils ont un rapport complètement différent à l'adulte qui est en face d'eux. C'est-à-dire que c'est pas... Je leur dis, ils ne sont pas là, ils ne sont pas payés pour vous supporter. Donc il faut donner satisfaction, parce que c'est eux qui vont mettre une pièce ou pas dans le chapeau, qui vont permettre un dîner ensemble, ou réaliser des choses. Et là, ça les a vraiment responsabilisés. Ça permet aussi d'apprendre ça leur a permis d'apprendre à se faire confiance en eux-mêmes mais aussi dans les autres et à réaliser que c'était un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que si le copain sur scène perd pied, c'est toute la scénette, c'est toute la pièce qui se casse la figure et ça a vraiment permis de mutualiser les énergies. L'atelier permet aussi à des jeunes qui sont incapables d'apprendre, parce que c'est la réalité que des jeunes dans les classes qui refusent l'apprentissage, mais qui ne le refusent pas forcément, ils ne savent plus apprendre. Donc c'est même pas une volonté de ne pas apprendre, ils n'en ont plus le potentiel. Eh bien, ils réussissent, et ça aide pas tout le monde, à intégrer un texte. Et c'est là que mon atelier a développé les valeurs d'entraide, de respect, d'écoute et de cohésion. Puisque des jeunes qui ne se seraient jamais rencontrés sur une cour de récréation, alors vraiment, parce que la façon vestimentaire est complètement incompatible, parce que voilà, le bouffon de Rémi il est dans son coin, il n'intéresse personne, parce qu'il y a l'intello du coin et que lui, l'intello, on ne lui adresse pas la parole, c'est un intello, on ne parle pas. Et là, cet intello-là, il rend service, en tout cas, il va devenir un copain de scène, un copain de coulisses, parce qu'il est là pour être le répétiteur. Alors je fais attention, je n'ai pas des personnalités ensemble qui ne seraient pas compatibles. Alors je ne suis pas psychologue non plus, donc parfois il m'arrivait de faire des bêtises, c'est-à-dire que
Se dire non, finalement, le répétiteur ou le tuteur que j'ai donné n'est pas le bon. Et puis, cet apprentissage du texte a permis à certains de réapprivoiser et de se réapproprier la langue française qu'ils avaient complètement oubliée, puisqu'ils ont leur jargon à eux. Et finalement, c'était vraiment des sous-groupes qui se comprenaient et qu'au sein d'une même classe, certains ne parlaient plus la même langue. Alors une fois que la sauce a pris comme ça, on a réussi à monter un spectacle, on a décidé d'un projet commun, où chacun aura sa place, bien définie, sa responsabilité, mais jamais dans la contrainte. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'obliger quelqu'un à monter sur scène. S'il ne se sent pas capable, mais il faut quand même qu'il essaye. C'est-à-dire qu'au départ, comme j'entends le témoignage tout à l'heure, au théâtre, beaucoup sont « j'y arriverai jamais »,« je n'aime pas ça »,« je ne sais pas bien ce que c'est », et de toute façon, je n'intéresse jamais personne. Et bien ceux-là, en général, finissent par réussir, demandent même l'année suivante à avoir plus de textes et prennent vraiment confiance en eux. Le but du théâtre, c'est de garder l'estime de soi ou de la découvrir. Donc, mon but est toujours d'assurer la réussite du comédien sur scène ou à la technique ou dans les coulisses. Alors, il faut savoir faire connaissance des élèves, des futurs comédiens. Donc on ne les lance pas comme ça tout de suite dans un projet sur scène. Alors on commence par ce qu'on appelle la technique. Il y a 6 mois de prise de connaissance du groupe où on travaille les impros, la diction, la respiration, les exercices de scène. Enfin, je ne vais pas partir dans les détails. Et ça permet de voir le groupe et de cerner les dysfonctionnements entre les jeunes, les défauts caractériels des uns et des autres. Et puis surtout, je ne suis pas psy, donc de faire bien attention à ne pas mettre en présence des élèves qui vont se déchirer. Il faut faire aussi en sorte que les blasés se laissent guider. Parce qu'il y a des jeunes qui sont blasés, mais de tout. Ils sont en rupture même avec le sport, donc rien ne les intéresse. Donc si le sport n'a pas intéressé, la dramatique intéressera encore moins. Et là, finalement, on se rend compte qu'on peut toujours mettre en exergue leur potentiel et leur talent. Et qu'il y en a toujours. Moi, je n'ai jamais vécu d'échec. Et j'ai toujours trouvé un petit rôle, même une petite figuration pour un élève sur scène. Alors évidemment, il ne faut pas se lancer dans ce qu'on appelle le contre-emploi. Il faut vraiment connaître l'élève. Au bout de 6 mois, l'enfant le connaît. Il n'est pas question de lui donner un rôle dont il ne pourra pas s'acquitter ou lui donner un texte trop long. On peut avoir une seule phrase qui soit dite avec toutes les émotions dont on est capable et d'avoir déployé tout son talent. Et là, les parents sont les plus heureux du monde. D'autant qu'au sein de cet atelier, on peut recevoir des hyperactifs, des autistes au syndrome d'Asperger, des jeunes complètement désocialisés, c'est-à-dire incapables de parler à un autre, sans pour autant être autistes, mais qui ne savent plus communiquer que dans la violence verbale ou dans la violence physique. Donc il faut rester vigilant face aux affinités, aux interactions, pour que l'échange et la coopération puissent se faire. Il faut aussi toujours, alors il a toujours fallu, c'est très important, je pense que vous avez vécu la même chose, même les jeunes les plus difficiles ont besoin de savoir où ils vont jouer, devant qui, quand, avec qui. Enfin, ça doit être vraiment très cadré, parce que sinon ils sont complètement dans l'angoisse et dans l'insécurité. C'est vraiment ce qui ressort, je vous ai entendu en parler tout à l'heure, c'est cette angoisse permanente, ce sont des anxieux. Alors, moi je travaille de façon stricte et rigoureuse, puisque j'ai une formation conservatoire qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui a déménagé, elle n'était pas là quand j'étais plus jeune. Et donc, ils sont parfois surpris de cette rigueur qu'ils n'auraient jamais acceptée en classe. Il y a des enseignants qui viennent voir leurs enfants en disant « Mais oh là là, comment tu lui parles? Il n'a jamais été violent ?» Non. Non, parce que je sais que je peux m'y autoriser au bout de 6 mois, ou ne pas m'y autoriser. Ils savent qu'il y en a avec lesquels je ne vais pas parler de la même façon. Donc, ils acceptent ce travail rigoureux, acharné de répétition. Ils ont un tuteur qui est désigné et qui leur est compatible, et le travail est vraiment porteur. Ils comprennent qu'au travail, au théâtre, on ne fait pas semblant. Qu'on joue quelqu'un, par exemple, si on joue quelqu'un qui a peur, on ne va pas faire semblant d'avoir peur. On joue quelqu'un qui a peur. Le travail, le théâtre, c'est pas ne pas faire semblant. Ça, c'est insupportable. Moi, pour être allé voir d'autres élèves sur scène, je ne méprise pas les fêtes de patronage, mais c'est assez insupportable les scènes du type dessin animé où les enfants font semblant, sont dans la répétition de ce que l'enseignant leur a donné, il n'y a aucune réelle émotion. Et ce qu'on obtient, nous, c'est vraiment l'émotion de l'enfant. Ils savent aussi que je peux comprendre le tract, il n'est pas le trou de texte,
Et même si ce sont des enfants en difficulté scolaire, enfin, je sais qu'il y a ici un chef d'établissement, un directeur d'émotion nouvelle qui est M. Aboulin, qui est venu voir mes spectacles et qui, nous sommes allés jouer chez lui. Il sait que jamais je n'accepterai un coup de tête, je n'accepte pas le manque de concentration, ni le rire stupide qui est entraîné par le spectateur. Tout ça, c'est interdit. Ils le savent. On a le droit d'avoir le trac, il y a des complices dans les coulisses, c'est toute une équipe pour souffler, mais on n'a pas le droit de rire avec le spectateur. Je trouve ça insupportable. Et si cela arrive, parce que ça peut arriver, eh bien, je ne me fâche pas parce qu'ils sont suffisamment coupables d'eux-mêmes et ils s'en veulent énormément. Ce travail de répétition acharné les a surpris au début. Il les a même parfois dépassés, mais ils ont compris que comme dans la vie, les limites, la répétition, le travail acharné, c'est le meilleur des parachutes pour la réussite. Et ça, je peux vous dire que ça marche. Je vais terminer en vous disant que cet atelier a permis à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés de travailler tous ensemble. Mon atelier compte à peu près 45 à 50 élèves, sans compter les endroits où je me déplace, mais en tout cas l'atelier privé. Et que c'était vraiment improbable que de réelles amitiés se nouent. Il y a des départs dans mon atelier de jeunes qui partent vers d'autres directions, puisqu'ils ont grandi. Et il y a un jeune qui nous a particulièrement ému, qui a le syndrome d'Asperger, qui est un autiste. Enfin, c'est très difficile de travailler avec lui. Il n'avait jamais rien manifesté, il ne manifeste pas ni les sentiments positifs ni négatifs. Et il a demandé si un élève revenait cette année. Je lui ai dit non, je vais vous expliquer ce qu'il est devenu. Et il s'est mis à pleurer en disant mais c'était mon meilleur ami. Alors pour nous, on n'avait jamais soupçonné. Donc la maman, qui me confie l'enfance, s'est mise à pleurer en disant mais quel progrès, mais mon ami. Pour lui, le mot amitié, même moi, il ne m'appelle pas maman. Et c'était vraiment très très émouvant. Alors voilà, ce groupe est très fort. Des amitiés qui étaient complètement improbables. Je vous assure que il y a beaucoup de parents qui me disaient je vous appelle parce qu'il est minuit, mon fils n'est pas rentré, il me dit qu'il est au théâtre, c'est pas possible. Ben si, on est encore en répétition. Voilà, c'est formidable. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon voilà, une occupation saine. Alors, dans ces jeunes-là, normalement, c'était vraiment enfin, il n'y a jamais de cas désespéré, mais j'ai bientôt fini. Dans l'établissement où j'intervenais, on m'avait dit bon, celui-là, voilà la classe, on vous la confie. Alors, les profs s'en vont, boire le café très longtemps, ils vous laissent le groupe. Et là, vous vous dites bon, j'ai aucune légitimité d'autorité sur eux. Bon, celui-là, il ne faut pas s'en occuper, hein, c'est le pire. Il ne fera rien. Je l'ai laissé venir, j'ai vu qu'il avait un talent fou pour amuser tout le monde. Et j'ai essayé de venir à moi, mon couloir, en me disant mais tu m'as l'air d'être un drôle quand même, c'est dommage que tu ne veuilles rien faire. Petit à petit, il a travaillé, il est même allé avec nous jouer Moisson Nouvelle. Et ce jeune, ce matin, alors que je venais en voiture, me met un SMS pour me dire vous ne pouvez pas vous douter, je viens d'être pris dans la porte. Ça, c'est le côté excessif, je ne sais pas quelle elle est, mais je viens d'être pris dans la plus grande école d'animation du monde, ça c'est eux. Hein. Et d'ailleurs, vous verrez, dans peu de temps, vous viendrez m'applaudir sur scène car je serai un grand spectateur, un grand comédien et un grand metteur en scène. Ça m'a vraiment touché parce qu'il était très fier de lui. Et puis un autre, qui était un garçon très difficile, qui n'acceptait pas la rigueur. C'était très difficile, il m'avait exclu de mon atelier pendant 1 an, en lui disant c'est terminé. Tu n'acceptes pas les règles de la vie en collectivité, tu ne connais pas ton texte, on a 2 mois de spectacle, tu insécurises l'équipe, eh bien non, c'est terminé, c'est la rupture. C'est important aussi pour les parents. Eh bien ce jeune a accepté, il est revenu l'année d'après et il s'est soumis aux règles. Et là il m'a montré à l'école des mousses et il était très fier de me dire que finalement la discipline, grâce au théâtre, elle était beaucoup plus simple pour lui. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, voilà, le parcours est différent parce que c'est le parcours d'un enseignant qui a dévié un peu, mais ça permet de dire aux enseignants, enfin, ils ne font pas forcément la bonne démarche avec les élèves en classe. Et on n'enseigne plus comme on nous a enseigné. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Bien, alors je m'appelle Priscilla, je suis photographe, je suis dans le Var, à l'Accro exactement. Et je suis rentrée en contact avec M. Guillot, qui est là, caché dans la lumière, pour travailler auprès des femmes de Moisson Nouvelle. Alors en fait, je suis photographe depuis 5 petites années. Et très rapidement, mon travail s'est glissé vers les femmes et l'estime de soi. Et donc c'est assez naturellement que je me suis rapprochée vers des femmes qui en avaient
plus besoin, on va dire. Moi, je vois des femmes de tous les jours, donc l'estime de soi, c'est j'ai des kilos en trop, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai été maman et j'ai des vergetures. Voilà, c'est des problèmes qu'on a tout le monde dans la salle, non? Personne? Enfin, moi, oui. Enfin, toutes les femmes sont comme ça, donc, mais je me suis dit qu'il y avait des femmes qui avaient des problèmes un peu plus lourds à supporter et que l'image, si elle ramenait un bout d'estime de soi à des femmes de tous les jours, elle pouvait peut-être les aider elles aussi. Donc, je me suis rapprochée de Moisson Nouvelle, de par hasard, et j'ai rencontré Madame Sylvie, qui a accueilli le projet à bras ouverts, et tout de suite secondée par M. Billot. Et voilà, donc je suis rentrée en contact avec les femmes pour leur faire une réunion, pour leur proposer le projet, pour bien leur expliquer ce dont il s'agissait. Et j'ai été accueillie par des moues dubitatives qui n'avaient pas l'air d'avoir trop envie de venir me voir. Parce que je leur demandais de faire le pas, de venir me voir au studio. Donc j'ai essayé d'y aller avec de l'humour, etc. Et je leur ai proposé de venir au moins boire un café avec moi. Donc du coup, j'en ai 12 qui sont venus boire un café. C'était déjà pas mal. À la base, il y avait ce projet photo, donc elle venait au studio se faire photographier. Elle ne savait pas trop comment, pourquoi, s'il fallait se faire joli ou pas. Elle ne savait pas trop ce qui allait se passer, moi non plus. Et à la fin, il y avait une exposition donc, qui était organisée un peu par elle et qui se passait à Moisson Nouvelle. Voilà, le petit texte qui est marqué dessous, c'est ce qui a été ressenti au cours des séances, parce qu'elles sont arrivées en pensant qu'il fallait qu'elles arrivent maquillées, habillées différemment, etc. Et moi je leur ai dit non, venez telles que vous êtes, on va parler et on verra bien ce qui se passe. Donc elles m'ont un petit peu raconté une partie de leur vie, on va dire. Et ensuite on est parti dans la partie studio et on a continué à parler. Et pendant qu'elles parlaient, je leur ai dit d'essayer d'oublier que j'étais avec un objectif en face qui est quand même pas facile. Et j'ai continué à photographier. À l'instar des photos exposées par Denis Lafontaine, j'ai pris connaissance de votre travail, puisque Rémi, enfin, mon patron. Mais tu sais, mon patronyme n'est pas très éloigné de ce que disait Madame. Ça fait... On est liés par le sort tous les deux. Rémi, on essaiera de se débrouiller, de s'en sortir à peu près. Vu l'âge qu'on a des chances de s'en sortir. Ceci étant, j'ai été très très frappé par la sensibilité qu'on retrouve dans vos photos, la sensibilité exprimée par les personnes et l'émotion qui en ressort, et je dirais un peu la façon dont il y a un vrai respect des personnes que vous photographiez. C'est-à-dire qu'on sent que ce que vous allez chercher, c'est leur âme profonde, c'est au travers de leurs blessures. On voit que c'est des gens qui ont des blessures par la vie, mais vous allez chercher quelque chose parler de l'intime tout à l'heure, hein, je crois que c'est vous, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais de l'intime avec une extrême pudeur. Et on sent un tel respect dans la façon de parler, d'ouvrir du langage photographique, que j'ai dit à Rémi, c'est extraordinaire parce que d'une certaine façon, c'est poser un regard autre sur les personnes qu'on accueille, qu'on accompagne, c'est c'est leur dire en toute simplicité, mais vous avez l'importance. La vie a peut-être une succession de blessures, à l'image de ce que vous disiez dans votre travail de théâtral, une succession de blessures, une succession de postures défensives, mais il y a autre chose derrière ça. Il y a vous, avec ce que vous êtes, votre richesse, votre âme, et vous allez chercher l'âme. Et c'est un petit peu ce que je retire des propos des uns et des autres. C'est vraiment cette question d'aller chercher l'âme, d'aller chercher celui ou celle que la vie a blessé, mais qui néanmoins est là, qui prend de l'importance, qu'on regarde. Et vous disiez, on touche avec le cœur au-delà des techniques et des mots empoulés de discours. C'est vrai que la technique est là, elle est importante, mais si elle ne s'appuie pas sur quelque chose de l'élan, sur quelque chose de la rencontre avec l'homme, au sens générique du terme,
eh bien, on est à côté de quelque chose d'essentiel, je crois. On passe sur ce qui est le plus important, je dirais, dans notre métier, c'est de prendre la main de l'autre et de l'aider à cheminer vers quelque chose où la réussite est là. Et un jour, on pourra lui lâcher la main parce que de lui-même, il aura qu'accompagner quelqu'un d'autre. C'est un peu ce que j'avais envie de dire comme ça, rapidement, au travers de ce que vous exprimez, de ce qui